J'écoutais Doug McGregor raconter une histoire sur son époque de cadet à West Point. Et un gars qui est ensuite devenu connu sous le nom de George de la Jungle, le général Jules One. Oui, Larry voit de qui je parle. Il était major à l'époque. Il est entré et a découvert qu'ils avaient une serviette qui n'était pas correctement pliée. Pensez-y. Il a fait tout un cas du fait qu'un des cadets n'avait pas plié sa serviette correctement. Mais ce qu'il voulait leur dire, c'était « Messieurs, les détails comptent. Si vous ne prenez pas l'habitude de prêter attention aux détails, de vous préparer et de faire les choses correctement, alors, lorsque vous serez confronté à une situation réelle qui pourrait impliquer un combat, vous reviendrez à ce pourquoi vous avez été formé. Si vous avez été formé à négliger les détails, vous allez en ignorer certains qui sont importants et vous risquez probablement de vous faire tuer. Je ne suis pas simplement en train de lancer des pics du genre « Oh, on n'était pas bon en chorégraphie ». Non, c'est symptomatique. Cela reflète un problème plus profond aux États-Unis. Nima, je voudrais ajouter que le général Bruce Clark, que j'ai appris à bien connaître, a été le véritable héros de la défense américaine à Saint-Vith et de la résistance contre la contre-offensive allemande dans les Ardennes en 1944 et 1945. 3, en réalité, 2 armées blindées et une armée de panzergrenadiers. Clark, lorsqu'il était général 4 étoiles, occupait ce que nous appelions le poste de commandant du Continental Army Command. Il avait l'habitude de se promener sur les bases militaires, et il lui suffisait de voir un lieutenant passer devant un mégot de cigarette pour s'approcher de lui et dire « Lieutenant, vous voyez ce mégot de cigarette là-bas? Je ne vois aucun soldat autour pour le ramasser. » Tu ferais mieux de te baisser et de le ramasser. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Mais si je dois le faire, tu vas te faire passer un sacré savon comme jamais auparavant. Le moindre détail n'échappait jamais à l'attention du général Clark. Et c'est de ça que Larry parle. On ne fait plus ça aujourd'hui. Nos généraux ne se promènent même plus à la recherche de mégots de cigarettes. Je sais que ce n'est qu'une métaphore pour dire que nos généraux sont perdus dans la recherche d'un poste après la retraite, à 6 ou 7 chiffres, et qu'ils sont perdus dans la politique au sommet tout le reste du temps où ils portent l'uniforme. On n'a pas un seul général dans l'armée américaine, Nima, que je suivrais jusque dans des chiottes. Larry, tu n'as pas mentionné le cas du Venezuela. Qu'en penses-tu? Nous avons vu de nouvelles images montrant 2 chasseurs F-16 survolant directement l'USS Jason. Que se passe-t-il en mer des Caraïbes et que veulent-ils du Venezuela? Eh bien, séparons ce qu'on nous dit, mais posons aussi la question, est-ce vrai? Certains m'ont suggéré que ce que nous voyons était une image générée par une IA, c'est possible. Mais voilà le problème. L'histoire n'a tout simplement pas de sens. D'accord, donc c'est un de ces bateaux rapides, vous savez, avec 3 moteurs hors bord, et ils vont du Venezuela vers l'Amérique avec de la drogue. Comment allez-vous les ravitailler? Parce que ces moteurs hors bord ne tiendront pas longtemps. Ils peuvent probablement fonctionner pendant 1 heure, peut-être 2. Ils vont avoir besoin de plus de carburant. Eh bien, je n'ai pas vu de pétrolier, vous savez, un tanker flottant à proximité pour s'arrêter et leur donner de l'essence. Et ce n'est pas comme s'il y avait des stations-service flottantes dans les Caraïbes ou dans le golfe du Mexique ou le golfe d'Amérique. C'est le premier point. Deuxièmement, le but du trafic de drogue est de transporter des stupéfiants. Il y avait 11 personnes à bord du bateau. Il n'y avait pas de place pour la drogue, vous comprenez? Et qualifier Maduro de grand chef de cartel, c'est tout simplement absurde. Écoutez, mon cabinet de conseil, Berg Associates, à son apogée, comptait 3 associés.
mes deux autres partenaires. L'un était chef des opérations internationales à la DEA, l'autre dirigeait des opérations d'infiltration sur le blanchiment d'argent à New York pour la DEA. Notre toute première affaire concernait le blanchiment d'argent russe à la Bank of New York. Nous avons donc travaillé sur des affaires de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Ce n'est pas comme ça que ces cartels opèrent, en remplissant un bateau de cette façon. Vous savez, cela a peut-être été le cas dans les années 1980 avec Miami Vice, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais la question plus large, et celle qui me trouble profondément, c'est que il s'agissait d'un acte de si cela s'est produit, et si nous avons vraiment tué ces personnes, c'est un acte de meurtre. C'est un crime. Écoutez, s'ils font vraiment du trafic de drogue et que vous repérez le bateau, la première chose à faire est d'essayer de l'arrêter et de monter à bord. Maintenant, s'ils commencent à vous tirer dessus, s'ils ouvrent le feu, d'accord, alors des règles d'engagement entrent en jeu et vous pouvez riposter. Il serait alors approprié de riposter et de les tuer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Nous n'avons vu aucune preuve que ce bateau représentait une quelconque menace pour la vie d'un membre du personnel militaire américain ou des forces de l'ordre. Aucune. Absolument aucune. Et pourtant, c'est nous qui les avons tués en premier. Désolé. Vous savez, l'autre chose que j'ai faite au cours de 23 ans, c'était de rédiger des scénarios d'exercices antiterroristes pour le GSOC. Et jamais, sur les 253 exercices auxquels j'ai participé pour la rédaction et l'exécution, je n'ai vu une seule règle d'engagement autorisant la Delta Force, le SEAL Team 6 ou les 75e Rangers à tirer sur des personnes non armées, des gens qui n'avaient pas tiré sur eux. Les règles d'engagement étaient toujours assez strictes. Donc c'est comme dire qu'il est acceptable d'aller les tuer simplement parce qu'on pense qu'ils sont mauvais. Toute cette histoire pue. Je pense que cela fait partie d'un projet plus large. Le renouvellement de la tentative ratée de Trump lors de son premier mandat de remplacer Nicolás Maduro par une révolution de couleur. Et c'est la nouvelle tentative, le forcer à partir et prendre le contrôle du pétrole vénézuélien. Nima, permets-moi d'ajouter que soit Larry a raison, qu'il s'agit d'une sorte de chimère visuelle. Peu importe comment on prononce ce mot, on m'a récemment appris à le dire, qui a été monté pour effrayer d'autres personnes susceptibles de contester ce que nous disons sur le trafic de drogue, et ainsi de suite. Ou bien, comme Larry l'a indiqué, c'est une violation totale et absolue du droit international, du droit national et des règles d'engagement auxquelles l'armée dans laquelle j'ai servi s'est toujours conformée. Il est impensable d'imaginer qu'ils auraient pu faire ce que montre cette vidéo, car c'est totalement illégal. Et par-dessus tout, c'est profondément contraire à l'éthique et à la morale. Ce n'est pas conforme à la façon dont une armée devrait agir, et encore moins l'armée de l'Empire, l'armée américaine. Et je suis d'accord avec Larry sur le fait que la façon dont ils ont tout décrit, la peinture, les moteurs, la taille du bateau et le nombre de personnes à bord, ne correspondaient pas à un trafic de drogue. J'ai travaillé avec les Cubains dans le passage de la Mona. J'ai travaillé avec les gardes-côtes et l'armée américaine qui étaient là-bas, en liaison avec les Cubains. Et je ne sais pas si cela a miraculeusement changé, mais à l'époque, ils avaient vraiment, dans de nombreux cas, du mal à attraper les bateaux qui transportaient réellement de la drogue, car il s'agissait de ces énormes bateaux très rapides, avec beaucoup de carburant, des cigarette boats, comme on les appelait dans le jargon, qui filaient à 90 nœuds sur une mer relativement calme, et même à 60 ou 70 nœuds par mer de force, 3 ou 4. Donc, cela ne correspond tout simplement pas aux faits. Et l'autre chose à laquelle nous avons été confrontés, ce sont ces sous-marins qu'ils construisaient. C'étaient de petits sous-marins, et il n'y avait qu'une ou deux personnes à bord.
Le reste, c'était de la cocaïne ou autre chose. Ils faisaient de la contrebande sous l'eau, si l'on peut dire, lorsqu'ils se déplaçaient, ce qui montrait leur peur à l'époque. Nous avions vraiment sévi à la fois du côté du Pacifique et du côté des Caraïbes. Ce qu'on pourrait appeler le taux d'interception de 10 à 11% des États-Unis. Eh bien, devinez ce qui s'est passé quand nous avons fait cela d'ailleurs. Vous savez où ils sont allés? Un de mes marines l'a fait remarquer au commandant du commandement de l'Atlantique à l'époque où il existait encore. Nous avions un séminaire là-bas. Si vous faites cela, si vous fermez vraiment et prenez 10 à 11%, ce que nous n'avons jamais atteint, des deux côtés, Atlantique ou Caraïbes et Pacifique, Golfe du Mexique et Pacifique, alors vous allez forcer le passage par la terre au Mexique. C'est ce qui s'est passé, et nous avons complètement contaminé le Mexique. C'est ce qu'ils ont fait. Donc tout cet effort de guerre contre la drogue est une farce, à bien des égards, et c'est nous qui en faisons une farce. C'est pas seulement ridicule, c'est incompréhensible que nous ayons fait cela, à moins que, comme l'a dit Larry, ce ne soit juste une fausse vidéo pour effrayer les gens qui pourraient croire que c'est réel. C'est la seule explication que je vois. Et il faut y être autre chose. Je ne connais pas très bien Trinidad, mais d'après ce que j'ai compris de la part de personnes qui s'y connaissent, et Larry pourra peut-être commenter là-dessus, leur principale source de revenus, c'est la traite des êtres humains, pas le trafic de drogue. Donc, si ces personnes, si cela s'est vraiment produit, aussi impensable que ce soit, si ces personnes ont été tuées et qu'il s'agissait de personnes victimes de la traite, bon sang, ce sont juste des innocents qui ont probablement payé 2500 $ pour monter sur ce bateau et faire un petit trajet vers un autre endroit où ils sont récupérés par d'autres personnes tout aussi impitoyables, emmenés vers le Darien Gap ou ailleurs, puis intégrés dans le flux de trafic du sud vers le nord. On tue ce genre de personnes? Eh bien, Bibi le fait à Gaza tous les jours, 5 fois plus de personnes. Alors, est-ce ainsi que nous allons faire la guerre à l'avenir? Ce n'est pas une bonne évolution. Larry, hier nous parlions, je parlais avec Richard Wolff et Michael Hudson. Et Michael Hudson a proposé une idée très intéressante à propos du bateau. Il a dit qu'il y avait peut-être des dossiers Epstein sur le bateau. Oui. Oui, encore une fois, on nous raconte une histoire. Et qu'est-ce que c'est? Nous sommes devenus, pour citer la chanson de Pink Floyd, nous sommes devenus confortablement engourdis face au gouvernement qui tue des gens. Rappelons-nous, si Trump a fait, si vraiment ils ont tué ces personnes sur ce bateau, Trump n'est pas le premier. Barack Obama l'a fait avec Anwar al-Awlaki, vous savez, un citoyen américain. Ils ont tué son fils aussi. Et c'était justifié. Oh, nous pensons qu'ils représentent une menace, ou nous n'aimons pas ce qu'ils disent. Vous savez, ils pointaient pas d'armes sur qui que ce soit, et ils avaient posé aucune bombe. Mais, encore une fois, donc on va accepter que George W. Bush pouvait le faire, Barack Obama pouvait le faire, Donald Trump pouvait le faire, Joe Biden pouvait le faire. Vous savez, c'est normal. Et le Congrès reste les bras croisés et ne fait rien. Pour moi, c'est un usage illégal de la force. Nima, nous avons eu une discussion très révélatrice. Je crois que c'était fin 2001, peut-être début 2002, peut-être en janvier 2002. Presque tout le monde dans le complexe de la sécurité était impliqué, y compris de nombreux membres du renseignement et des responsables de l'INR au département d'État. Nous nous sommes disputés précisément à ce sujet, sur le désir de Tenet, même à ce moment-là, alors que nous n'étions pas encore sûrs de vouloir le faire, d'armer le Predator. Et maintenant, nous avons des Reapers, des Predators, nous avons toutes sortes d'engins là-dedans, qui sont des tueurs silencieux et très létaux. Très létaux.
Nous avions prédit, certains d'entre nous, que nous arriverions à un point où ces choses seraient tellement utilisables, et dans le cas d'Obama, comme Larry l'a souligné, tellement délocalisées, pour ainsi dire, tellement éloignées qu'elles deviendraient l'arme de prédilection, et qu'elles violeraient tout ce que la Constitution représente concernant l'usage de la force, qui l'autorise et qui ne l'autorise pas, et qu'elles mèneraient à des assassinats que probablement aucun d'entre nous, à terme, n'approuverait. Et je pense que c'est en partie là où nous en sommes aujourd'hui. Et quand on a quelqu'un comme Hegseth, qui n'a aucune idée de ce dont je parle, mais qui a toutes les idées sur la virilité, le patriotisme, le christianisme et tout le reste de ce qu'il prône, on est doublement condamné. Et je pense que nous en sommes là. Oui. Larry, Poutine a tenu une conférence de presse en Chine mardi soir, si je ne me trompe pas, pour parler des dernières nouvelles, des derniers développements concernant l'Ukraine. Qu'a-t-il dit à la presse? Quels étaient les principaux points qu'il voulait faire passer? Eh bien, il a abordé plusieurs points. Il n'a rien dit de vraiment nouveau. Il a simplement réitéré ce qui a toujours été la position de la Russie. Il a reçu une question intéressante à propos, vous savez, de discuter avec Zelensky. Et donc, il a donné une explication très, et ce n'est pas une insulte, mais il a donné une explication très juridique sur les raisons pour lesquelles il est inutile de parler à Zelensky. Le premier point qu'il a soulevé, il a dit « Regardez, la Constitution de l'Ukraine stipule que vous ne pouvez pas organiser d'élections en temps de guerre et que vous pouvez déclarer la loi martiale. Mais la Constitution ne dit pas qu'un président élu pour un mandat de 5 ans, à la fin de son mandat, peut continuer à servir jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Il dit que leur Constitution ne dit pas cela. Ce que dit la Constitution, c'était vraiment incroyable. What the Constitution said. I mean, it was really incredible. He's going through this explanation. What their Constitution. Il est en train de donner cette explication. Il a dit que ce que leur Constitution prévoit, c'est qu'à la fin du mandat de ce président, le pouvoir revient au président du Parlement, en gros le président de la Chambre ou le chef de la législature, la Rada. Et il dit donc, oui, je suis prêt à parler à Zelensky, mais à quoi bon? Parce qu'il n'est pas légalement le président. Son mandat a expiré selon la constitution ukrainienne. Donc voilà, c'était l'un des arguments qu'il a avancé. Il a aussi réagi au fait que Friedrich Merz l'a qualifié de plus grand criminel de guerre de l'ère moderne. Et encore une fois, Poutine ne prend pas ce genre de choses personnellement, et il ne se sent pas obligé de répliquer. Mais il a ensuite donné une explication. Il dit, « Écoutez, nous étions l'un des 3 pays à avoir signé un accord en janvier 2014 pour régler la crise ukrainienne, lorsque Yanukovych était président. » Et il a dit, eh bien, que s'est-il passé? Le mois suivant, en février, il y a eu ce coup d'État sanglant qui a été lancé, qui a tué de nombreux Ukrainiens et a ensuite déclenché les événements qui ont mené à l'opération militaire spéciale. Donc il dit que ces pays doivent être conscients qu'ils portent la responsabilité de cela, pas nous. Nous répondons et réagissons à ce qu'ils font. Et il a dit très clairement, écoutez, nous aimerions régler cela pacifiquement, mais sinon, nous allons y mettre fin militairement. Point final. Donc, comme je l'ai dit, il ne crée pas de nouveauté en disant quelque chose qui n'avait jamais été dit auparavant, mais il aidait simplement à clarifier que oui, il pensait vraiment ce qu'il avait dit dans le passé. En utilisant la formulation « le plus grand criminel de guerre sur la surface de la Terre », ou peu importe la formulation exacte. Oui, réfléchissez-y un instant. L'homme qui correspond à cette description, c'est Bibi Netanyahu. Exactement. Je veux dire, ce monde de double langage rendrait George Orwell fou s'il était encore parmi nous. Si cela ne s'était pas passé dans le Dirksen Office Building, si le Command Chief Master Sergeant Dennis Fritz et moi n'avions pas été là
présents pour intervenir entre la police du Capitole et les Doctors Against Genocide lorsqu'ils sont entrés dans le bâtiment pour rencontrer des membres du Congrès et leur parler du génocide. C'étaient des médecins et des infirmières. La police du Capitole avait sorti ses menottes en plastique et s'apprêtait à les arrêter. Nous sommes intervenus et les avons rapidement accompagnés dans les bureaux du député que nous allions visiter, les mettant ainsi à l'abri des projecteurs. Ensuite, nous avons envoyé des courriels assez virulents au conseiller juridique général ainsi qu'au chef de la police du Capitole, et nous avons reçu des excuses en retour. Mais c'est ce que nous faisons maintenant. S'il n'y a personne sur place qui connaît un peu le système, nous le remettons en question. Israël veut s'emparer de 83% ou 88% de la Cisjordanie, Larry. Et même les Émirats arabes unis ont déclaré « Vous n'allez pas faire ça ». Parce que dans le cas des accords d'Abraham, évidemment, ils ne vont pas accepter cela. Les accords d'Abraham seraient tout simplement annulés si vous faisiez ça. Je me demande s'ils continuent à discuter en coulisses des accords d'Abraham d'une manière dont nous ne sommes pas au courant. Ça, je ne le sais pas. Ce qui est clair, c'est que les extrémistes sionistes, les colons, sont déterminés à affronter et à s'emparer de la Cisjordanie. Et Trump joue le jeu. Le fait qu'ils aient interdit et banni tous les Palestiniens, pas seulement l'autorité palestinienne des États-Unis, mais qu'ils les aient tous bannis. Ils les ont tous rendus persona non grata, en somme. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Et les tueries continuent encore et encore. Donc, quand j'entends quelqu'un des Émirats arabes unis ou de Jordanie, la réalité, c'est qu'il y a des choses que l'Inde, la Russie et la Chine, par exemple, pourraient faire, et qui, selon moi, accéléreraient la fin de la campagne sioniste. Et ce serait d'imposer un embargo total et complet, plus aucun commerce avec Israël, plus d'importation ni d'exportation, les mettre à l'arrêt. Mais le seul pays qui fait vraiment quelque chose de concret pour essayer d'arrêter Israël, ce sont les Houthis au Yémen. Les seuls. Tous les autres ne font que parler sans rien faire. D'après ce que j'ai entendu sur les accords d'Abraham, Nima et Larry l'a peut-être entendu aussi, c'est que la personne qui les maintient en vie, pour ainsi dire, parce que tout le monde sait qui le soutient, c'est Jared Kushner. Oui, oui. Eh bien, savez-vous quelle est mon interprétation générale de toute cette affaire? Elle est contraire à ce que John Mearsheimer et Stephen Walt ont dit, même si je pense qu'il y a beaucoup de vrai en surface dans ce qu'ils avancent. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas important. C'est important qu'Israël achète notre Congrès. Mais la véritable raison pour laquelle les choses se passent ainsi, c'est à cause des néoconservateurs, des mondialistes, comme les appelle Doug McGregor, et d'autres oligarques dans l'ombre. Ils veulent ce qui se passe au Levant. Ils veulent le chaos là-bas. Ils veulent le chaos absolu, si nécessaire, pour faire tomber le régime de Téhéran, par exemple. C'est en quelque sorte un travail inachevé. Ensuite, peut-être veulent-ils aller encore plus loin. Pensez aux Britanniques, par exemple. On pourrait gouverner toute la région si l'on achetait les rois et les reines. Eh bien, maintenant vous tuez les rois et les reines. C'est de cela qu'il s'agit. Ils font notre sale boulot au Levant, et notre sale boulot est tout aussi peu stratégique, stupide, ignorant, mal exécuté et mal conçu que tout le reste de ce que nous faisons. Seulement, dans cette région, un peu comme en Ukraine, mais je pense à un degré encore plus horrible, nous tuons beaucoup de gens. Mais cela ne nous importe pas. Lindsey Graham en est l'exemple parfait. S'il ne le faisait pas, il faudrait que nous soyons là-bas pour le faire. C'est presque une citation directe de Lindsey sur le parquet du Sénat. Nous aimons maintenant que d'autres fassent le sale boulot à notre place, en partie parce que nous ne pouvons plus le faire nous-mêmes. Nos forces armées sont brisées,
mais aussi parce que cela permet vraiment d'économiser des efforts, de l'argent et du sang, ce qui peut parfois vous hanter en tant qu'homme politique, si vous l'épuisez trop vite. L'un des pays dont nous n'avons pas parlé lors du sommet est l'Iran. Et en observant les médias iraniens et ce qui se passe à l'intérieur du pays, on peut comprendre comment l'opinion publique, ainsi que les principaux décideurs en Iran, se tournent vers l'Est. Et cela m'étonne, même avec un changement d'administration, ces personnes qui étaient si désireuses d'entretenir de meilleures relations avec les États-Unis, elles abandonnent tout simplement cet état d'esprit. Cette façon de penser les États-Unis. Pour moi, c'est une indication colossale de notre stupidité. Les Iraniens, et tu le sais, Nima, les Iraniens ont toléré le renversement de Mossadegh. Ils ont toléré après cela les 25 ou 26 années du règne du Shah, la Savak, et tout ce que cela signifiait. Ils ont toléré toutes sortes de perfidies israéliennes, après la coopération israélienne par exemple, pendant la guerre Iran-Irak des deux côtés. Et il en va de même pour nous. Ils ont toléré tout cela jusqu'à aujourd'hui, où, comme l'a dit Larry, cela disparaît, qu'ils aiment les États-Unis. Je veux dire, à travers tout cela, ils ont engendré une population qui favorisait les États-Unis, qui favorisait l'Occident. Rappelle-toi, si tu veux, de l'époque où nous disions et faisions réellement ce que nous pensions à propos de l'anticolonialisme, et ainsi de suite. Nous avons détruit cela. Nous avons détruit cela. Nous les avons poussés, tout aussi sûrement, que nous avons poussé la Russie à s'allier avec la Chine, et finalement l'Inde. Nous avons poussé l'Iran à faire de même. Je ne pense pas qu'il reste beaucoup d'Iraniens aujourd'hui qui aient une opinion positive des États-Unis d'Amérique. Et c'est une véritable tragédie, car ils faisaient partie des rares peuples de cette région à en avoir une. Et ce, malgré tout ce que nous avons fait contre eux pour détruire cela. Mais maintenant, je pense que c'est fini, que c'est détruit. Je pense que Larry a raison. Il détourne le regard. Et traditionnellement, tu le sais, Nima, historiquement, ils ont toujours craint les Russes. Et les Chinois étaient trop éloignés et trop insignifiants à l'époque pour qu'ils aient de réels sentiments à leur égard. Maintenant, ils sont dans leur camp. Je veux dire, ils étaient très présents là-bas, comme Larry l'a dit, au sommet de l'OCS. Je suis sûr qu'ils seront présents au prochain, et nous les avons perdus. Nous avons perdu ce potentiel. Et j'attribue tout cela à la stratégie du clean break. Pas tant aux mondialistes qu'aux néoconservateurs. Et aux néoconservateurs qui veulent toujours le renversement et le jugement du régime à Téhéran. Sinon, ils seront profondément en colère. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Et ils sont alliés, comme je l'ai déjà dit, à plus de 50 millions de chrétiens dispensationalistes, fondamentalistes, qui croient que c'est nécessaire pour achever la destruction du Levant, afin que Jésus puisse revenir. Larry, avant de conclure, je voudrais parler du cas de l'Europe. C'est un peu compliqué parce que l'Europe fait face au conflit en Ukraine et elle a beaucoup sacrifié pendant la guerre. Ensuite, il y a l'immigration et tous ces problèmes qui arrivent en Europe. Mais on voit qu'Elon Musk essaye d'une certaine manière de présenter l'Europe comme étant violée, avec toute cette rhétorique. Voici une statistique provenant de Londres. 88% des violeurs britanniques sont blancs. Et sachant que 82% de la population britannique est blanche, sur ces 82%, 88% ont commis ces crimes. Et si l'on regarde les pays asiatiques, y compris l'Inde, la Palestine, le Bangladesh, la Chine et d'autres, D'accord. Eh bien, les faits sont des choses étranges. Vous savez, on lance un récit, et puis comment osez-vous introduire des faits et de vraies statistiques? Donc, encore une fois, j'ai observé,
Je suis surpris, ou je ne devrais pas dire agréablement, mais je n'avais pas vu ces statistiques. J'avais entendu le récit sur ces gangs pakistanais qui violaient toutes ces filles et que c'était l'activité principale et dominante en ce moment. Puis attendez, en fait, ce sont surtout les Anglais, les natifs. Ce ne sont pas les étrangers. Voilà. Donc rien de tel que des faits pour ruiner un récit bien ficelé. Boy, there you go, ruin a perfectly good narrative with facts. We've seen the same thing with respect to. Et nous avons vu, écoutez, nous avons vu la même chose en ce qui concerne l'Iran. Vous savez, on nous dit, oh, l'Iran est le premier sponsor du terrorisme dans le monde. C'est absolument faux. Le Hamas est cette immense organisation terroriste. Vous savez, sur 25 ans, les Palestiniens, ce n'était pas seulement le Hamas. Les Palestiniens ont été tenus pour responsables de la mort d'environ 1500 Israéliens sur une période de 25 ans. Bon sang. C'est ce que les forces d'occupation israéliennes font en un seul jour en tuant des gens à Gaza. Donc, comme je l'ai dit, ces faits commencent à peser. L'Europe traverse une crise économique et elle traverse une crise politique. Et la crise politique, c'est qu'il n'y a pas de consensus, n'est-ce pas? There is no consensus. There's no majority party. All you got are these Il n'y a pas de parti majoritaire. Tout ce que vous avez, ce sont des fragments, des segments. On se retrouve donc avec un gouvernement minoritaire qui doit aller chercher d'autres soi-disant alliés. Et il faut faire des concessions. Il faut renoncer à ces principes à ce stade. Mais le fait est que tous ces pays européens, sans exception, n'ont pas de majorité forte, comme c'était le cas, vous savez, il y a 20 ans. On pouvait au moins dire que le Parti travailliste dominait au Royaume-Uni. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les travaillistes. Et en l'espace de quoi, 1 an, 2 ans, ils sont tellement tombés en disgrâce que le parti de Nigel Farage est passé en tête. Nigel Farage's party has risen to the top. And so in the midst of this, ainsi, au milieu de tout cela, leurs économies sont endettées au-delà de toute mesure. L'Angleterre a une dette équivalente à 100% de son PIB. La France est à environ 110%. On affirme que le gouvernement va s'effondrer dimanche ou lundi en France, plongeant le pays dans le chaos politique et économique. Le ratio dette-PIB de l'Allemagne est maintenant autour de 70%, 69%. Mais il était de 50% il y a 3 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que leurs économies s'effondrent, ils sont obligés d'emprunter davantage. Et ils sont également en récession. Aucun d'eux ne se porte donc bien sur le plan économique. Et pourtant, que font-ils tous? Donnons des milliards de dollars à l'Ukraine. Juste veut dire 5%. Oui, c'est juste, c'est totalement irrationnel. Donc vous savez, je pense que ça ne peut se terminer que par, vous savez, comme un accident de voiture, une implosion d'une certaine sorte. Et même, d'un autre point de vue, j'ai été vraiment brutalement confronté à cela hier, quand, tu l'as peut-être vu, c'était Sedon ou Al Jazeera qui a diffusé cette vidéo très puissante, d'environ 45 minutes, sur Mahmoud Abbas arrivant à Genève, avec l'Assemblée générale de l'ONU présentant sa lettre, obtenant une force de paix et l'envoyant à Gaza sous les règles du chapitre 7. En d'autres termes, des règles d'engagement qui autorisent à tirer. Et cette femme est intervenue, et elle a avancé un très bon argument, expliquant pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Parce que Mahmoud Abbas, et j'admets que c'est vrai, est un escroc, un vieil homme répugnant, etc., et qu'il ne s'intéresse pas aux Palestiniens, seulement à ses propres intérêts. Et n'importe quel casque bleu envoyé, qu'il soit français, allemand, britannique, américain ou autre, serait tellement coloniaux que cela ne ferait qu'aider Netanyahou, mieux que sa propre stratégie, mais cela reviendrait au même, au final. Et la seule chose que j'ai pu lui répondre, c'est « Tu sais, tu n'as pas tort. Mais si c'était des troupes chinoises, peut-être des troupes indiennes, peut-être des troupes turques comme nous en avions en Somalie. Sevik Bir était notre commandant en Somalie. C'était un type plutôt bien, avec de bonnes troupes.
Ce serait peut-être différent parce qu'ils ne toléreraient pas ce genre de choses. Ils mettraient fin aux tueries et s'assureraient que les Gazaouis soient nourris, aient de l'eau, etc. Mais cela montre bien l'angoisse et la colère qui existent envers l'Europe, car c'est à elle qu'elle faisait vraiment référence. Ce seraient les véritables forces de maintien de la paix, les Français, les Allemands, les Britanniques, et ainsi de suite. Et ce serait terrible, disait-elle. Et j'admets que ce le serait probablement. Ce le serait probablement, car tout ce que nous ferions serait de donner une apparence de gentillesse et d'humanitarisme à ce qui, au final, serait la même chose, l'extinction de l'État palestinien. Elle avait raison. Mais je pense aussi que j'avais raison. Si l'on envoyait d'autres forces de maintien de la paix issues de ce nouveau monde du matin, la situation pourrait être totalement différente. Et je parie 10 centimes que les FDI ne tireraient pas une seule balle sur un bataillon chinois. One round at a Chinese battalion.